Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui peut être sensible pour certains, puisque je vais parler des violences obstétricales et gynécologiques. Donc j'ai choisi de parler de ce sujet parce que ce vendredi devait être une grande date pour la Belgique, puisqu'on devait avoir un rapport d'information concernant justement le droit à l'autodétermination corporelle et à la lutte contre les violences obstétricales qui devait être voté en séance plénière publique ce vendredi 23 juin. C'est un texte qui avait été voté à l'unanimité en comité d'avis sur l'égalité des chances le 22 mai. Et donc c'est là que c'est grande surprise vendredi, quand on apprend que finalement c'est un vote qui est reporté, suite à l'avis du collège des gynécos flamands, qui remettait en cause certains points de ce document. Un document en fait qui est un rapport qui est un peu la synthèse de 2 ans de travail où elles ont énormément travaillé en collaboration justement avec les différents prestataires de soins et acteurs de terrain. Elles sont venues à la rencontre justement des collèges de gynéco, des unions professionnelles. Elles sont venues visiter certaines maisons de naissance, des jutes intra-hospitaliers. Elles ont travaillé aussi avec la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Donc ces 3 sénatrices, France Massaï, Hélène Rickman et Célia Groutedel-Ledoux, qui ont porté ce projet auprès du Sénat, qui est quand même l'instance politique la plus haute du pays. Et ça aurait été vraiment une première mondiale qu'une autre instance législative travaille sur le sujet. On aurait pu être fiers de ça, que ça se passe chez nous en Belgique, mais au lieu de ça, voilà, ça a été remis en question. Et donc aujourd'hui, je voulais reparler de ça, reparler des violences obstétricales. Alors, parce que je pense que si on n'en parle pas, ça serait comme nier à nouveau la parole des femmes qui ont vécu ce genre de situation. Et donc, au contraire, en parler, c'est mettre de l'eau au moulin pour libérer la parole et puis surtout pour que les pratiques changent, pour que les mentalités changent et pour qu'on reconnaisse enfin qu'on n'est pas surpuissant et tout puissant, que ce soit auprès des femmes tout au long de leur vie sexuelle ou dans les moments charnières que sont la grossesse et l'accouchement. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Le sujet des violences obstétricales, c'est loin d'être un sujet qui est nouveau, parce que finalement, en 2018 déjà, l'Union professionnelle avait fait un congrès sur le sujet, un congrès qui s'appelait justement « Violences obstétricales, repérer, comprendre, agir, les sages-femmes se positionnent ». C'était un congrès où on avait eu beaucoup de participants, d'ailleurs il avait été complet, et où on avait eu des échanges qui avaient été très forts, parce que finalement, même dans l'auditoire, il y avait quand même encore des personnes qui se sentaient comme pointé du doigt si on disait que dans les institutions ou les soignants de manière globale pouvaient avoir des comportements considérés comme violents envers les patientes, envers les familles. Je crois qu'il aura fallu justement aussi l'intervention de Anna Roy, qui est sage-femme en France, qui tient un podcast aussi et puis qui a écrit de nombreux bouquins, qui est aussi travaille à la maison des maternelles et qui un jour a posté le hashtag « Je suis maltraitante ». Parce qu'elle l'explique, elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'au départ, elle pensait que c'était l'institution qui était maltraitante, que c'était la situation qui faisait qu'il y avait des actes qui étaient posés, il y avait des manières d'agir qui étaient faites,
alors que c'était pas la manière dont elle voulait travailler. Mais finalement, un jour, elle s'est rendue compte que l'outil, enfin la personne qui avait en tout cas été l'outil qui avait été maltraitant, c'était finalement elle. C'était comme une grosse prise de conscience. Et ça, je pense qu'on n'est pas toutes prêtes à l'entendre, qu'on peut parfois avoir des manières d'agir qui peuvent être mal vécues et qui peuvent être la cause de trauma auprès de nos patientes. Donc quand je dis que c'est loin d'être un sujet nouveau, il faut quand même savoir qu'en 2007, le terme violence obstétricale commence à être utilisé au Venezuela. Et puis en 2009 en Argentine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2014, en France, il y avait une sage-femme qui avait dénoncé le point du mari. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à en parler. Le point du mari, c'est quoi? C'est une manière de suturer le périnée, en général après une épisiotomie, où on resserre le dernier point à l'entrée du vagin pour resserrer en fait l'entrée du vagin et soi-disant donner plus de plaisir au mari. Sauf que ça crée souvent des douleurs qui sont assez importantes pour les femmes lors des rapports. Puis bah voilà, je veux dire, juste penser le sexe des femmes comme un outil de plaisir pour l'homme et pas seulement prendre en considération son confort physique, c'est quand même énorme. Mais avant ça, c'était comme si on n'en avait jamais entendu parler de ce fameux point du mari. Donc c'était déjà un grand pas par rapport à ça. Et puis il y a eu la même année une étudiante en pharmacie qui avait lancé le hashtag Paye ton utérus. Donc ça c'était vraiment démontrer à quel point les femmes sont victimes justement de violences tout à fait banales, ou en tout cas de discréditation de leurs sensations, de leur vécu, de leur douleur. Quel est le nombre de femmes qui m'ont pas dit, par exemple, qu'elles ont découvert qu'elles souffraient d'endométriose et que pendant des années, on a banalisé, pas du tout reconnu les symptômes, les douleurs qu'elles pouvaient ressentir, parce que les femmes, elles sont souvent ressenties comme faibles. C'est vraiment une forme de stéréotype sexisme en pensant tout simplement que les femmes elles sont faibles, fragiles, incapables et que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est normal de souffrir au niveau de sa sphère génitale pour certains, sans remettre en question en fait simplement la parole des femmes et dire en fait prenez en considération mes besoins, écoutez mes difficultés, moi je peux pas continuer comme ça. Donc avec ce deuxième hashtag, j'ai envie de dire, dont je vous parle, la paye ton utérus, c'était aussi dénoncer beaucoup les violences gynécologiques et pas seulement obstétricales. En février 2015, alors là c'était grand branle-bas de combat quand même, c'est qu'il y a eu toute une polémique, on a libéré la parole sur les fameux touchés vaginaux qui étaient faits par les étudiants en médecine, alors étudiantes, hein, enfin voilà, en tout cas les étudiants, qui effectuait des touchés vaginaux sur des femmes qui étaient endormies en salle d'opération. Alors ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était vraiment effectivement clairement sans consentement et je pense que ça pouvait clairement être assimilé à du viol. Donc ça a été aussi un grand moment dans cette parole-ci, mais c'est comme si on avait oublié ça maintenant. Je me rends compte que quand je dis que c'était en 2015, c'était quand même déjà il n'y a pas si longtemps que ça et pourtant déjà si éloigné que ça. Et c'est important justement de noter à quel point ces pratiques, elles étaient faites de manière tout à fait bénigne, sans se poser de questions sur est-ce que c'était éthique de faire ça ou pas. Simplement on se disait voilà, c'est avec la pratique qu'on apprend, donc comme on a des femmes endormies, allons-y et mettons librement nos doigts dans leur vagin pour voir un peu comment est-ce qu'on peut ressentir ce qu'il y a au niveau du col, etc. C'est quand même un gros sujet qui était sorti à ce moment-là et ça semble complètement fou et pourtant ça se pratiquait. Alors quand on parle de violence obstétricale et gynécologique, il y a tellement de travaux qui ont été faits sur le sujet. Alors, tellement de travaux, il y a à la fois tellement de gens différents. Je vous mettrai en lien différents livres, études qui ont été élaborés. Et je voulais vous parler du manuel d'autodéfense féministe dans le cadre de la consultation en santé sexuelle et reproductive qui s'appelle Zone à défendre. Moi, c'est une amie qui a participé en fait à l'élaboration de ce document qui m'en a laissé à la maison de naissance et donc je le laisse toujours bien en vue.
pour que les femmes puissent le consulter, voire en prendre, puisque j'en ai plusieurs. Et ce petit guide, il donne déjà pas mal d'informations. Il dit déjà c'est quoi les violences gynécologiques et obstétricales. Et voilà, elles prennent le pas de donner des informations claires en disant il s'agit entre autres de situations où le personnel médical prend des décisions à notre place, envahit nos corps sans notre accord, nous fait croire qu'ils ou elles savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, nous maltraite, ne nous voit que comme des machines à faire des enfants, nous pousse à accepter des interventions pas toujours nécessaires et souvent inconfortables, nous considère comme potentiellement malades alors que nous sommes en bonne santé, etc. Et il existe que plus spécifiquement, la violence obstétricale concerne tout mauvais traitement ou toute agression psychologique, physique ou sexuelle qui se produit lors du suivi de la grossesse, qu'elle soit désirée ou non, de l'accouchement, du postpartum ou de l'avortement, s'il s'agit de pratiques telles que des entraves au mouvement libre durant le travail et l'expulsion, l'interdiction de boire ou de manger, les déclenchements non consentis, l'expression abdominale, l'épisiotomie de routine, les visites utérines, les sutures sans anesthésie, le point du mari dont je vous ai parlé, les césariennes sans justification médicale, les stérilisations forcées, le refus du choix de la méthode d'avortement, l'imposition de prendre un antidouleur ou pas, l'obligation de regarder l'échographie dans le cas d'une consultation pré-interruption volontaire de grossesse, la mauvaise orientation des patientes par rapport au délai de la grossesse ou l'imposition d'un moyen contraceptif à la suite d'un avortement. Tout ça, c'est une liste de choses qu'il note ici. Je pense que c'est aussi lié aux différents témoignages parfois que ces associations ont, qui permettent vraiment d'ouvrir les perspectives bien plus que ce qui est assez limitant parfois dans les définitions. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, elle parle d'agression physique, d'humiliation grave, d'agression verbale, de procédures médicales imposées, d'absence de consentement éclairé, de manque de confidentialité, de refus antidouleur ou de violation flagrante de l'intimité, de négligence entraînant des complications évidentes. Ça, c'est vraiment plus général, on va dire, par rapport à des choses qui ont été décrites plus spécifiquement. Dans son livre « Accouchement, les femmes méritent mieux », Marie-Hélène Lahaye, elle fait une définition et elle dit que les violences obstétricales, c'est tout comportement, acte, omission ou abstention commise par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente ou lors du suivi gynécologique. À cette définition, il y avait Martin Winkler qui avait ajouté et qui interfère avec les mécanismes physiologiques de l'accouchement tels que spontanément la parturiente les vit et les met en œuvre. Toutes ces définitions, elles montrent quoi ? Elles montrent que c'est le fait de nier les compétences des femmes à prendre des décisions pour elles-mêmes et pour leur enfant à venir, que c'est le fait de prendre le dessus par rapport à des mécanismes, des protocoles qui sont mis en place qui vont faire que on va imposer des situations, on va prendre des décisions sans prendre le temps d'avoir le consentement éclairé de la personne qui vont amener à avoir un vécu traumatisant et donc des violences obstétricales, gynécologiques. Quand on parle des différentes pratiques, comme je vous le disais, le point du mari, mais aussi l'épisiotomie, l'induction, l'expression abdominale, les césariennes non consenties, etc., tout ce qui est violence psychologique, ou en tout cas cette forme de pouvoir que les soignants ont parfois tendance à prendre quand une situation, une famille va avoir tendance à être un peu borderline par rapport à leur mode de mécanisme habituel, où finalement on remet peu en question leur manière de fonctionner ou leur protocole. Fait que parfois ils ont cette sensation que c'est pas confortable pour eux. Je pense qu'il est important de rappeler une chose, c'est que si on parle des violences obstétricales aujourd'hui, si j'en parle aujourd'hui avec vous sur le podcast, c'est pas pour montrer du doigt tel ou tel praticien, tel type de praticien, etc. Non, ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que je crois qu'il n'y a aucun soignant qui a décidé de devenir gynécologue, sage-femme, infirmière ou je ne sais quoi, dans l'optique de devenir maltraitant. Il n'y a personne qui a fait ce choix de vie, de travail, pour se dire qu'il allait travailler dans des conditions telles qu'il allait devenir maltraitant. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a toujours des gens qui se font maltraiter tous les jours. C'est pas juste quelque chose de bénin, enfin voilà, c'est quelque chose qui est encore fort présent. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de statistiques vraiment, parce qu'on n'a pas de système pour enregistrer ou relayer la parole des parturiantes, des femmes, par rapport à leur vécu
lors des accouchements ou des suivis de grossesse, ou en postpartum d'ailleurs aussi. Parce que très souvent, leurs paroles, elles sont dénigrées. Moi, j'ai des femmes qui me disent... j'ai été voir mon gynécologue, je lui ai dit que j'avais mal pendant les rapports, il m'a dit « Oh mais ne vous inquiétez pas, ça va passer. Je regarde votre cicatrice, elle est très belle, donc tout va bien. » Ok, physiquement, là, d'aspect extérieur, la cicatrice a l'air d'être ok, mais intérieurement, cette femme, visiblement, elle a mal, donc ça veut dire qu'intérieurement, ça va peut-être pas si bien que ça, et en plus, peut-être aussi que psychiquement, tout ça est lié. Donc juste dire « ça va passer », c'est à nouveau dire, de toute façon, mordez un peu sur votre chic et au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Mais c'est une réalité qui va peut-être ne faire que empirer finalement. Pourquoi ? Parce que si une femme, elle est aussi inconfortable pendant les rapports, pendant des mois et des mois, peut-être qu'à un certain moment, en fait, elle voudra plus trop avoir des rapports parce que ça n'ira plus. Et que si elle n'a pas la capacité d'en parler correctement avec... son ou sa partenaire, ça devient peut-être plus problématique pour elle dans sa vie de tous les jours. On ne mesure pas à quel point un petit acte, et quand je dis petit, revenez à mon épisode sur le toboggan pour dire que quand je dis petit, c'est parce que c'est comme ça qu'on le présente sur le moment. C'est parce que c'est finalement défini comme un acte bénin on l'invisibilise carrément de nos jours en disant c'est juste une petite chose qu'on va faire, comme par exemple rompre la poche et rendre l'accouchement beaucoup plus douloureux pour la femme qui avait décidé d'accoucher sans péridurale et que on lui aura pas demandé, on aura rompu sa poche sans lui demander. Ça peut être un acte traumatique et pourtant ça peut paraître banal pour beaucoup de soignants. Donc reconnaître la parole des femmes, remettre dans le contexte et surtout arriver à ressortir des statistiques, parce que pour l'instant, les seules statistiques qu'on a en Belgique par rapport à cette question des violences obstétricales, c'est une étude de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée qui date de 2021, qui a été menée via une enquête qui a été accouchée à Bruxelles et en Wallonie avant et pendant la Covid-19. Donc ils s'attendaient à avoir environ 500 réponses, c'était ce qu'ils attendaient dans leurs meilleurs espoirs, et au final ils ont eu plus de 4000 réponses. Donc c'est des gens qui ont rempli par internet des formulaires avec des questions fermées, des questions ouvertes. Et il y a des femmes qui ont vraiment décrit leur situation, qui ont raconté leur accouchement, et je vais être honnête, en fait j'ai raconté la naissance de ma petite Catherine. Je m'en servirai un de ces quatre pour vous parler un peu justement aussi de certains sujets, mais parce que j'ai moi-même été victime de violences obstétricales pour la naissance de ma petite quatrième, ce qui montre que c'est même pas juste le manque d'information des patientes qui fait qu'elles le vivent mal ou qu'il y a des décisions qui sont prises sans leur consentement, etc. J'étais plus qu'informée, plus qu'éclairée, plus que à même de comprendre la situation qui se passait et les besoins des soignants dans la situation qui était celle dans laquelle on était à ce moment-là. Et pourtant, le système m'a broyée. Qu'est-ce qui cause finalement ces violences obstétricales ? Je crois que c'est le système dans le fait qu'on a médicalisé les naissances. On a oublié que pendant une grande partie de notre humanité, les femmes enfantaient tout simplement avec d'autres femmes qui étaient expérimentées là-dedans, dans le sens où elles avaient elles-mêmes vécu des enfantements et où elles accompagnaient des enfantements. On parle parfois des matrones. Alors, ça peut sembler archaïque par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, etc., dans ces pratiques-là, mais ce qui est vrai, c'est que on a standardisé, on a protocolé en fait les accouchements. C'est pas par rapport aux chiffres, on va dire, de mortalité et morbidité materno-infantile que je reviens ici. C'est vraiment pour parler de à quel point on a fait rentrer dans des grosses cases des choses pour que ce soit standardisé à toute personne et donc en niant son individualité et ses besoins propres. Et c'est dans ces situations-là finalement qu'on devient beaucoup aussi maltraitant parce qu'on nie le besoin spécifique de cette personne-là à ce moment-là. Je repense à une de mes patientes qui avait, en fait pour son premier accouchement, vécu un accouchement
sans péridurale, etc., mais qui avait eu une hémorragie au moment de la délivrance. Du coup, pour cette deuxième grossesse, il était décidé qu'elle accoucherait à l'hôpital pour être dans un cadre sécuritaire par rapport à son antécédent de la première naissance qu'elle avait vécue. Mais elle voulait absolument pas avoir de cathéter en prévention. Alors pourquoi ? Parce que c'était une femme qui avait vécu elle-même des traumas importants et que le fait d'avoir un corps étranger à l'intérieur de son corps, c'était juste impossible. Rien que faire une prise de sang chez elle était déjà quelque chose de très problématique et très difficile pour elle à gérer. Et donc le fait d'avoir un cathéter mis dans sa main qui allait rester là au cas où, c'était vraiment quelque chose d'insurmontable pour elle. Et donc elle avait été claire avec son médecin et elle avait dit, voilà, moi c'est pas que je veux pas être traitée, je serai traitée si c'est nécessaire, donc si jamais je commence à saigner, vous pouvez me mettre un cathéter, mais un cathéter en prévention au cas où peut-être je saignerais, ça j'en veux pas. Et donc en expliquant sa situation, en ayant parfois aussi des mots avec sa psychologue, je pense, qui avait pu aussi débriefer avec sa gynécologue, il était décidé qu'elle n'aurait pas de cathéter en première intention, et elle avait même signé un papier. Donc moi j'ai accompagné cette naissance à l'hôpital, tout se passait vraiment relativement bien, normal en fait, je sais pas pourquoi je dis relativement, tout se passait bien, jusqu'à ce que la gynécologue arrive. À partir du moment où la gynécologue est rentrée dans cette pièce, on a senti de la peur, de la crainte, il fallait que ça aille vite, il fallait que ce bébé sorte, alors que jusqu'à présent, voilà, le processus de la naissance se passait tout à fait normalement, tranquillement. La maman, elle gérait vraiment très bien. Et là, du moment où le médecin est arrivé, il y a eu comme un basculement. Et le médecin a commencé à imposer des actes, et notamment a commencé à faire des touchés vaginaux qui ont été très douloureux pour cette femme. Cette femme qui a commencé à dire « Arrêtez, vous me faites mal. S'il vous plaît, stop, arrêtez, vous me faites mal. » Elle criait pendant qu'elle disait ça. « Arrêtez, vous me faites mal. » Elle a fini par prendre avec sa main la main de la gynécologue pour la sortir de son vagin. Et c'est à ce moment-là que son bébé est arrivé et est sorti. A posteriori, on en a débriefé. Elle m'a dit que c'était dur pour elle en fait que son bébé soit arrivé à ce moment-là, mais je pense que c'était comme une réaction de son corps pour dire « Il faut que ça se stoppe là, maintenant il faut que mon bébé vienne. » Il faut que le bébé vienne parce que sinon en fait je vais m'y perdre. Mais ce toucher douloureux, non demandé, non consenti, prolongé, voilà, où elle a dû elle-même y mettre fin en prenant la main de la gynéco et en l'enlevant, ça a été hyper violent pour elle. Et au final, on en a rediscuté, mais a posteriori, on a appris en fait que cette gynécologue, juste avant d'entrer dans cette salle d'accouchement, elle a eu le service juridique en fait de l'hôpital en ligne qui lui a dit que le papier qu'avait signé cette patiente n'avait aucune valeur juridique et que donc si elle faisait à nouveau une hémorragie en fait et que ça n'allait pas, ce médecin pourrait être attaqué. Du coup, qu'est-ce qui a mobilisé les actes qui ont été faits et qui ont été posés ? C'est tout simplement la peur. La peur au niveau médico-légal, au niveau responsabilité. Donc ça serait important aussi de reconnaître justement cette notion de responsabilité, parce qu'en donnant un choix éclairé et en donnant des formulaires clairs signés par les parents, je pense que ça serait important justement de pouvoir acter que c'est leur choix à eux et qu'ils en prennent l'entière responsabilité. Pourquoi ? Parce que la plupart des actes qui sont posés justement par cette peur du médico-légal. Par exemple, une patiente qui va refuser des antibiotiques parce qu'elle est strepto-B positive, elle est souvent très mal vue par l'équipe soignante parce que dans la pratique standardisée habituelle, il n'y a pas de remise en question du fait de faire ou non des antibiotiques dans ce genre de situation. Et donc si on a des patientes qui arrivent avec ce choix clair de ne pas avoir d'antibiotiques, ça vient heurter les pratiques. Et les soignants ont tendance à soit mettre la pression sur les parents pour dire « mais quand même, c'est juste des antibiotiques, vous savez, c'est quand même mieux, il y aura moins de risques pour votre bébé ». Donc ça, c'est le prisme du risque chez le bébé à venir. Ça veut dire qu'on met comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des parents en disant « si vous faites ce choix, vous prenez quand même le risque qu'il arrive quelque chose à votre bébé ». En faisant ça, on fabrique du consentement. Les professionnels qui utilisent ces systèmes-là, qui essayent d'intimider, d'infantiliser et surtout
de rendre coupables à l'avance d'une complication potentielle les parents qui s'en voudront toute leur vie s'il arrive quelque chose à leur bébé, c'est une forme de violence de faire ça. J'ai déjà entendu votre bébé risquerait de mourir. Bah, évidemment, dans un moment aussi vulnérable que le moment de la naissance d'un bébé, quand on vous dit il y a un risque pour votre bébé, il risque de mourir, en fait les femmes elles sont prêtes à être à bafouer toutes leurs idées et tous leurs besoins à ce moment-là. Sauf que quand ils se révèlent a posteriori qu'en fait c'était une prise de pouvoir sur leur corps, une prise de pouvoir en les manipulant finalement pour qu'elles aillent dans le sens qu'avaient décidé les soignants, bah, là elles le vivent très mal. D'accord ? Et donc dire aux parents, votre bébé il pourrait mourir parce qu'on ne fait pas d'antibiotiques, c'est quand même un level qui arrive assez souvent. J'ai une de mes collègues qui a eu des difficultés avec un hôpital et qui a finalement perdu son droit d'accompagner ses patientes parce qu'elle a eu un couple qu'elle a accompagné qui avait fait le choix de ne pas avoir d'antibiotiques et que l'hôpital a considéré que c'était de sa responsabilité de ne pas avoir donné les arguments suffisants pour que ses parents choisissent de prendre les antibiotiques. Ça va loin quand même. Ça veut dire que du coup, l'hôpital finit par être même maltraitant avec l'accompagnant qui décide juste d'accompagner ses parents dans le choix qui est le leur. Ça amène vraiment la discussion intéressante sur justement ce choix éclairé et sur la possibilité d'annoter vraiment les choix pour qu'on ne puisse pas revenir derrière sur le soignant. Dans ce qui se passe aussi, et qui amène énormément aux situations de violence obstétricale. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais j'en reparle parce que je le dis souvent que j'admire en fait comment mes collègues qui travaillent dans les hôpitaux ont la capacité à suivre plusieurs femmes en même temps et que je répète souvent que moi j'en serais incapable. Eh bien, le fait que les institutions fonctionnent à flux le plus tendu possible, là, avec le moins de sages-femmes pour un service donné, amène à des situations où, en fait, ça devient plus confortable d'avoir des femmes qui acceptent les protocoles, limite qui sont sous péridurale, parce qu'en fait, avoir une femme sous péridurale, c'est plus facile à manager qu'une femme sans péridurale qui va avoir besoin d'accompagnement, qui va peut-être dilater plus rapidement, etc. Et puis qu'on ne pourra pas juste la faire patienter un petit peu avant qu'on puisse y venir, parce qu'elle va se mettre à avoir son réflexe d'expulsion et que son bébé va venir très vite. Mais on se rend compte finalement que la standardisation, les protocoles, va amener dans des situations où ça va devenir en fait plus confortable dans la gestion des services. C'est là où on pousse un peu les femmes en disant voilà, moi j'ai déjà eu des femmes qui sont venues me voir en me disant oui, j'avais mal, j'ai été à l'hôpital, je savais pas ce que j'avais, on m'a dit que c'était du faux travail, puis après on m'a dit mais si vous gérez déjà pas les contractions maintenant, qu'est-ce que ce sera au moment de votre accouchement? Donc déjà, avec ça, on lui met déjà une étiquette de femme faible qui n'arrivera pas à aller au bout de son projet et qui va demander la péridurale dès les premiers instants. Mais du coup, en fait, c'est déjà un moyen aussi subtil de la pousser à aller vers le sens où c'est plus confortable pour nous. C'est comme l'induction finalement. Quand je parle de l'induction aussi souvent avec les patientes, elles ouvrent des grands yeux quand elles se rendent compte en fait de l'implication que ça va avoir sur eux ou sur leur bébé. Parce que finalement, on propose ça à nouveau comme une des démarches les plus minimes, en disant on va donner un petit coup de boost là, vous êtes fatigué, on va aider un peu votre bébé à venir, etc. Alors, je dis pas que tous les praticiens font ça, je dis pas que tous les hôpitaux font ça, mais ça existe encore et c'est aussi un moyen de gérer les flux dans les hôpitaux. Parce qu'à nouveau, on a des maternités qui ont fermé, on a des services qui sont plus ou moins remplis en fonction des moments dans le mois, etc. Parce que c'est comme nous, nous on a des flux, on a des moments où on a plus de naissances, puis des moments où on en a moins. Mais en faisant certaines inductions à des moments clés, on va plus fluidifier un petit peu justement cette arrivée de femmes, de couples pour les accouchements et donc rendre les choses plus faciles potentiellement, et je mets des gros guillemets, vous ne me voyez pas parce que je suis en train d'enregistrer un podcast, mais je suis en train justement de faire avec mes doigts des gros guillemets pour dire voilà, c'est pour que ce soit plus confortable pour les équipes soignantes, mais ça n'a rien de confortable finalement, d'accord ?
travailler à flux tendu comme ça rend, ça pousse en fait à pousser les gens à prendre effectivement la péridurale en ayant des mots comme si vous la voulez, c'est maintenant, parce qu'après l'anesthésiste il sera plus là. Et ça, c'est un moyen détourné de les faire aller vers là où on veut aller. D'accord. On est dans le même cas aussi avec, moi j'ai eu des femmes qui me disaient, en fait, voilà, mon premier accouchement ou mon deuxième accouchement, enfin voilà, elles vont me dire, voilà, je poussais mal, en fait, à chaque fois mon bébé il remontait. Et donc, on a dû couper, on a fait une épisiotomie, je voulais pas, mais bon là c'était nécessaire. On a dû couper et puis potentiellement elle va me rajouter en plus qu'il y a eu une ventouse ou un forceps. Et là moi je les regarde et puis je leur dis, mais en fait c'est pas que tu poussais mal, c'est que les bébés ils remontent toujours, c'est normal. C'est-à-dire qu'à la contraction le bébé il vient au niveau du périnée, puis quand la contraction repart le bébé il remonte. Mais comme on leur a présenté sous le prisme de tu faisais mal, donc comme tu faisais mal, j'ai dû t'aider et j'ai fait ça. Je regardais encore hier un reportage qui parlait d'une maternité en France à Besançon qui a décidé de ne plus faire d'épisiotomie du tout de manière systématique et ils sont à 0,8% d'épisiotomie. Dans certains endroits en Belgique, on est à 50% d'épisiotomie, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une femme sur deux qui va avoir une épisiotomie pour son premier bébé. J'ai oublié de le préciser. C'est pas comme ça dans tous les hôpitaux, c'est pas comme ça dans toutes les régions, mais c'est une réalité qu'on continue à couper dans le périnée des femmes pour que ça aille plus vite à un moment ou à un autre. On a oublié finalement comment se passait la mise au monde, comment est-ce que le bébé vient mouler au niveau du vagin de sa mère pour la descente, puis ensuite va venir tout doucement au niveau du périnée, et va venir et puis repartir, venir un peu plus loin puis repartir, etc. Tout doucement, et à quel point c'est normal. Effectivement, en coupant, on va plus vite, mais on mutile les femmes. Alors dans le texte qui a été rendu par les gynécologues, justement on reparle de l'épisiotomie, et ils sont outrés qu'on parle de mutilation génitale. Mais le fait de couper dans le sexe d'une femme, et rien d'autre qu'une mutilation génitale finalement. Surtout qu'on fait ça, soi-disant, pour prévenir d'un traumatisme du périnée pouvant aller jusqu'au sphincter. Donc vraiment des déchirures de degré important, qui restent quand même assez rares, on va se le rappeler quand même, et que ça ne justifie pas du coup d'aller couper dans les périnées des femmes juste en prévention d'un risque de déchirure potentielle. C'est comme si je vous disais que j'adore ma robe, que je l'aime tellement, mais j'ai peur qu'elle se déchire, alors je préférais couper dedans. Après, il ne faut pas oublier non plus que les tissus ne vont pas se remettre de la même manière en étant coupés. Quand on coupe à travers tout. C'est-à-dire que si on déchire, potentiellement on va avoir une déchirure qui va être plutôt superficielle. Et puis ça va être plan par plan que ça va venir au fur et à mesure peut-être se déchirer un petit peu plus. Alors que quand on coupe tous les plans. Alors c'est plus facile à suturer, mais c'est aussi fort douloureux. Voilà. Donc, juste pour revenir sur tout ce débat, le fait que ce texte n'ait pas été finalement voté, c'est à nouveau nier la parole des femmes. C'est à nouveau nier le besoin qu'ont les femmes, qu'on reconnaisse leur vécu, qu'on reconnaisse leurs histoires, parce que c'est pas énigmatique, c'est pas quelque chose qui représente un nombre tellement minime. Non, parce qu'avec cette étude de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, on arrive quand même à dire qu'en moyenne, il y a 41% des femmes qui ont témoigné, qui ont indiqué qu'elles avaient été victimes de violences obstétricales. Moi, on a une patiente qui a accouché il n'y a pas très longtemps avec nous, qui m'a dit, sur le moment, j'ai pas trop remis en question ce qui s'était passé, et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai rempli cette demande de témoignage, et c'est en remplissant ça que je me suis rendu compte, en fait, que ce qui avait été fait n'était pas correct. C'est fou. C'est fou que, finalement, ce soit tellement invisibilisé. On a tellement l'habitude, en fait, que les femmes soient broyées au moment des naissances, qu'on en oublie à quel point c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on dit la femme et l'enfant se portent bien? C'est tout ce qu'il faut. Moi, j'ai entendu ça avec la naissance justement de ma petite Catherine, où on disait c'était nécessaire, le plus important c'est qu'elle aille bien. Mais moi, j'allais pas bien du tout en fait. Moi, j'étais en choc post-traumatique pendant des mois et
ces violences obstétricales, elles viennent parfois réveiller des traumas que les femmes ont pu vivre dans leur vie, des casseroles qu'elles se traînaient, peut-être des choses qui pour elles étaient réglées et puis là qui ont été réveillées par justement cette violence qui a été portée ou qui a été dite pendant leur travail. Faut pas oublier une chose, un chiffre qui moi me glace, c'est que les décès maternels en période périnatale, donc ça veut dire jusqu'au 1 an du bébé, la deuxième cause de décès maternel, c'est le suicide. Juste après, justement, les problèmes cardiovasculaires. Donc, la première cause, c'est cardiovasculaire. La deuxième cause, c'est le suicide. Et je pense que le fait qu'on nie le vécu des femmes dans la période périnatale amène vraiment à ce chiffre qui est glaçant. Voilà. J'espère que ça va pour l'instant, hein, parce que ce que j'aborde est quand même assez lourd aujourd'hui. Je voulais juste revenir une dernière fois sur quelque chose, c'est qu'il y a une grosse culture du silence autour justement des violences obstétricales. Et je crois que ce rapport qui devait être passé au Sénat, c'était vraiment dans l'optique justement de pouvoir avoir comme un schéma de déclaration et une manière de prise en charge de ces situations pour que ce soit beaucoup moins invisibilisé. Mais cette culture du silence, elle est aussi due à la hiérarchie. C'est-à-dire que le soignant qui est auprès des femmes, il a comme un pouvoir au-dessus d'eux. D'accord ? Il est au-dessus en fait des personnes. Et du coup, prendre la décision de déclarer quelque chose qui n'a pas été avec un soignant, je pense que c'est pas évident. Et après, les soignants de première ligne, voire même les étudiants qui observent des actes qui ont été posés qui ne sont pas corrects, vont très rarement en fait aller relayer auprès des supérieurs des situations qui n'ont pas été, parce que la plupart du temps, en fait, ils sont sous les ordres des personnes qui auront posé ces actes. Je reviens sur une dernière chose, ce n'est pas que le lieu de naissance qui compte, parce que je le dis clairement et sciemment en fait, c'est pas à l'hôpital on maltraite les patientes et puis en maison de naissance ou à domicile on ne les maltraite pas. Je pense que c'est faux. On est tous à même parfois à poser des actes qui peuvent être traumatisants et je vous l'ai dit aussi quand je vous ai fait ce podcast sur les moments de doute où j'avais moi-même eu des paroles qui avaient pu traumatiser une patiente que finalement je n'ai jamais revue. Mais j'ai aussi par exemple des rapports de patientes qui me parlent d'accouchement à domicile ou d'accompagnement qu'elles ont eu et qui ont été traumatisants, que ce soit le fait de ne pas du tout être accompagnées correctement dans leurs besoins en postpartum par exemple, avec une sage-femme qui finalement ne vient pas alors qu'elle en a besoin par exemple, ou même pendant les naissances, des sages-femmes qui vont poser des actes sans consentement et qui vont devenir très directives, qui vont imposer des choses, voire qui vont crier, hurler sur les femmes, au point que cette femme qui m'a raconté me disait, au point qu'elle a réussi à entraîner mon mari qui s'est mis aussi à me hurler dessus. Elle dit c'est tellement fort, mais c'est la preuve que ce n'est pas le lieu, c'est pas juste une sécurité de se dire si j'accouche en dehors de l'hôpital alors je serai préservée de ça. Peut-être en partie, mais pas seulement. Je pense que la violence obstétricale, elle peut avoir lieu partout, qu'on reste des humains qui travaillons avec des humains, et que c'est important de se positionner et de se recentrer, de s'ancrer à chacun des moments de nos pratiques. Ne pas oublier qu'à ce moment-là, on peut faire ou dire des choses qui peuvent avoir des impacts hyper importants. D'où je pense l'importance de vraiment se former et continuer à se former après nos études, parce qu'on ne peut pas juste se baser sur nos études pour dire qu'on est apte et prêt à accompagner sereinement des naissances ou des grossesses ou des postpartum, etc. Mais c'est admettre qu'on doit s'adapter à la situation de chaque personne et qu'on n'est pas tout puissant et qu'on a aussi besoin d'une grande part d'humilité en reconnaissant qu'on peut nous-mêmes être maltraitants, que ça peut arriver dans des situations où
je sais pas moi, on peut être épuisé, on peut être fatigué, etc. Et c'est important justement de reconnaître les signes comme quoi on est un peu limite par rapport à comment est-ce qu'on se sent et nos pratiques, etc. ou dans la situation qu'on vit à ce moment-là, pour relayer et faire demande d'aide de collègues, etc. Voilà, c'était juste pour pointer du doigt que ce ne sont pas que les hôpitaux, ce ne sont pas que les gynécos, et voilà, c'était juste pour remettre les petits points sur les i. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a une carte blanche qui a été écrite par la plateforme pour une naissance citoyenne justement en réponse au courrier des gynécologues flamands, qui est encore possible de signer une pétition, mais c'est maintenant, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut la signer. Je ne sais pas du tout ce qui en sera fait si a posteriori il y a encore des gens qui la signent, mais je vais vous mettre en lien, parce que j'imagine que ça va être difficile de signer ça là, maintenant, dans l'instant présent. Mais voilà, je pense que c'est important de relayer tout ça. Et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.